Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de vendredi. De quoi allons-nous parler dans ce journal? La réponse dans ce sommaire. Le prince Albert II était en visite à Madère dans l'archipel portugais. Vous le verrez, le souverain a marché dans les pas de son trisaïeul. Nous ouvrirons une page sur la future rentrée scolaire avec la présentation de la nouvelle directrice de l'école des Carmes et les travaux effectués à l'école des Révoirs et l'école Saint-Charles. Les lectures nocturnes de la Fondation Prince-Pierre, le comédien Daniel Mesguich a lu au théâtre du Fort-Antoine des extraits d'ouvrages en lice pour le prix de la Bourse de la Découverte. Nous vous présenterons, si vous ne les connaissez pas déjà, les deux nouvelles recrues de la SMFC, Stevan Jovetic et Keita Baldé. Et en fin de journal, nous retrouverons notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit d'Isabelle Benal, le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, à propos bien sûr de la prochaine rentrée scolaire. Le prince Albert II était à Madère, dans les pas de son trisaïeul. Vous avez pu le voir dernièrement dans notre édition. Des liens historiques unissent la principauté et cet archipel. Le deuxième volet de ce déplacement était sous le signe de l'histoire, de la tradition et du recueillement. On retrouve sur place Émilie Rousseau et Sylvain Perrombal. Lors de ses différents déplacements sur l'île de Madère, le prince Albert Ier fait la connaissance de nombreux habitants. Parmi eux, John Burden Blandy. Cette famille de l'archipel d'origine anglaise était spécialisée dans le négoce de vin. Elle ravitaillait notamment les navires, dont celui du prince Albert Ier. Au fil de ses campagnes scientifiques à bord de l'Hirondelle ou du Princesse Alice, les Blandy et le prince tissent des liens d'amitié. C'est en l'honneur de ceux-ci que le prince Albert II a tenu à partager un moment avec les descendants des compagnons d'aventure du prince navigateur. L'occasion pour le souverain de découvrir les lits de camp, les sacs à dos d'époque lors des explorations sur les îles Désertas. Entretien des liens d'amitié, entretien des traditions, le prince Albert Ier avait pour habitude de vivre à l'heure madérienne et de s'imprégner des traditions locales. Tout comme son trisaïeul, le prince Albert II a tenté l'expérience d'une descente à bord d'un carrosse de Sesto dans les rues pentues et sinueuses de Funchal, l'une des activités touristiques les plus légendaires de Madère. Peu avant cette expérience locale, le souverain s'est rendu à l'église de Notre-Dame de Monte, un bâtiment baroque cher aux habitants. En effet, Notre-Dame de Monte est la sainte patronne de Madère, comme sainte dévote l'est pour Monaco. Balayé par un tremblement de terre au XVIIIe siècle, l'édifice est reconstruit en 1818. Il abrite le tombeau de l'empereur Charles Ier d'Autriche, béatifié en 2004 par le pape Jean-Paul II pour ses actions pacifiques. Le prince Albert II s'est d'ailleurs recueilli en mémoire de l'empereur et a également eu une pensée pour les victimes de l'accident survenu à Madère suite à la chute d'un arbre lors d'une fête religieuse le 15 août dernier. Et ce déplacement du prince souverain à Madère s'est poursuivi ici même, à bord du Yersin, pour la première mission des explorations de Monaco. Cette mission des explorations est concentrée sur le phoque moine, une espèce menacée qui tente de se reproduire sur l'île Désertas. On ouvre une page rentrée scolaire. Vous savez, elle aura lieu le lundi 11 septembre. De nombreux reportages y seront consacrés. Les professeurs et les chefs d'établissement ont déjà repris le banc des écoles. Sandrine Nègre a d'ailleurs rencontré la toute nouvelle directrice de l'école des Carmes. Voyez son reportage. Elle est située au-dessus du quartier du Larvoto. L'école des Carmes est un établissement qui comprend petites, moyennes et grandes sections. Dans le bureau du chef d'établissement, une nouvelle directrice, Catherine Fabre, et moins de 3 jours avant l'arrivée des 164 élèves pour une journée porte ouverte, une atmosphère placée sous le signe de la bienveillance règne déjà. Je suis très heureuse de prendre la direction de cette belle école des Carmes, après avoir enseigné en maternelle et avoir passé 4 années dans la fonction d'adjointe de direction à l'école Saint-Charles. Quand j'étais en classe, j'ai toujours beaucoup apprécié le contact avec les enfants, les voir grandir, les voir apprendre. C'est vraiment pour moi une vocation, le métier d'enseignant et d'être en contact avec les enfants. C'est un nouveau challenge pour moi de travailler dans cette école avec une équipe qui vraiment est de grande qualité, très investie et d'une expérience solide. Un défi donc qui comporte plusieurs missions. Le rôle d'un directeur, d'une directrice en l'occurrence, comporte plusieurs objectifs à poursuivre au quotidien.
C'est un métier où les relations humaines sont vraiment au cœur de cette fonction. La particularité d'une école, et je crois qu'elle regroupe des adultes, des enseignants, du personnel de service, des parents d'élèves, mais surtout des enfants qui sont au cœur de cet espace. Une directrice est bien évidemment la garante de la mise en place des programmes et des objectifs fixés par le gouvernement princier et la direction de l'éducation nationale. Et une directrice, à mon sens aussi, et c'est aussi d'actualité, doit aussi veiller à la sécurité de l'établissement, à la sécurité à l'intérieur de l'établissement, et aussi pouvoir proposer une école bienveillante et soucieuse de la réussite de tous. Les petits élèves de l'école des Carmes pourront franchir les portes de l'établissement ce lundi 11 septembre, mais pour ces maternelles, le premier jour d'école véritablement aura lieu le mardi 12. Et une chose est sûre, la rédaction de Monaco Info leur souhaite une belle rentrée à tous. Pour entretenir, rénover et donner un coup de jeune aux établissements scolaires, le gouvernement entreprend d'importants travaux et une importante enveloppe budgétaire. Plus de 2 millions d'euros est allouée cette année pour la réalisation de ces travaux. Exemple concret dans ce reportage de Dominique Poulain avec les écoles Saint-Charles et l'école des Révoirs. Les vacances scolaires ont été mises à profit pour mener des travaux d'entretien et de rénovation des établissements scolaires dans un respect environnemental. L'école des Révoirs bénéficie de cette remise en beauté. Le hall d'entrée est en passe d'être réaménagé. L'espace central a été supprimé pour créer un espace ludique. Le sol sera traité en PVC et de faux plafonds sont en cours de pose équipés de luminaires LED dont la durée de vie est plus importante que les néons et la consommation beaucoup plus faible. Pour nous, c'est important de rénover, d'améliorer les écoles et c'est principalement pendant cette période estivale où nous avons 2 mois de délai où nous faisons les travaux les plus conséquents. Donc au niveau de cette école des Révoirs, nous avons entrepris des travaux sur l'ensemble du hall d'accueil. La verrière a également disparu pour laisser place à un espace détente de 55 mètres carrés. Les salles de classe ont reçu un coup de jeune, l'éclairage a été redisposé et les climatiseurs ont été encoffrés. Ils deviennent donc invisibles et surtout moins bruyants. Je suis arrivée dans cet établissement il y a 30 ans. Et là, un rajeunissement formidable. On accueille nos nouveaux jeunes élèves dans une école à moitié neuve. Donc ça fait plaisir. On a gagné de l'espace. À l'époque où tout rétrécit, nous on gagne de l'espace. Donc c'est un plaisir. À l'école Saint-Charles, c'est la piscine de l'établissement qui a été rénovée. La cage d'escalier a été repeinte et la porte coupe-feu d'accès à la piscine remplacée. Un faux plafond en bois massif a été installé avec la mise en place d'un éclairage de technologie LED au-dessus et à l'intérieur du bassin. Le bâtiment a 20 ans cette année. Parce que avec l'usure, les bancs, les luminaires de la piscine ne fonctionnaient plus, donc tout a été refait à neuf, en plus de cette belle boiserie que nous avons, qui a un double intérêt d'avoir ces luminaires qui ne font pas mal aux yeux, et aussi un faux plafond au-dessus anti-bruit. Les vestiaires, eux aussi, ont été remis en état au total et pour l'ensemble des 11 établissements scolaires, ce sont 2 250 000 € qui ont été investis. Dans un mois, la Fondation Prince-Pierre lèvera le voile sur son palmarès 2017, mais en attendant, des lectures nocturnes par Daniel Mesguich étaient proposées au Théâtre du Fort-Antoine. Le comédien a lu des extraits d'ouvrages en lice pour le prix de la Bourse de la Découverte. Reportage de Sandrine Nègre. Sans doute n'aimons-nous jamais que les énigmes. Janine en devint une pour moi au sortir de l'enfance, lorsqu'elle cessa, à l'image du jouet et de l'oreiller, d'appartenir à ce réseau d'évidence amniotique qu'est la famille jusqu'à nos 10 ou 12 ans, pour devenir, cela prit plusieurs années, un corps distinguable et opposable au mien. Sa voix a permis d'entendre une partie des textes écrits par des auteurs qui partagent au moins 2 points communs, celui d'avoir écrit un premier ouvrage et d'avoir été sélectionné pour la Bourse de la Découverte 2017. Les œuvres de Pierre Adrian, Cédric Graff, Frédéric Graune et Émy-Pierre Dahomey ou encore Blandine Rinkel étaient à l'honneur au Théâtre du Fort-Antoine où nous avions rencontré le comédien quelques heures plus tôt. Lire en public, c'est un peu différent. C'est beaucoup plus difficile que lire tout court. Non pas parce qu'on aurait à satisfaire je ne sais quelle attente des spectateurs,
Pas du tout, on est dans l'œuvre et puis c'est tout. Mais on ne peut pas se tromper, il n'y a pas d'erreur possible. Vous devez savoir déjà où ça va 2 pages avant, vous voyez. Alors donc c'est beaucoup plus difficile, mais moi j'aime ça parce que j'ai l'impression que ça réveille dans l'écriture, qui est une chose inerte, c'est un livre, c'est du papier, c'est un objet. Eh bien, dans cet objet-là, il y a au fond de l'encre, si j'ose dire, il y a une voix. Ça ne veut pas dire la voix de l'auteur, forcément. Il y a une voix, il y a de la voix. Et lire à haute voix, donc, devant les gens, c'est réveiller cette voix, en quelque sorte. Vous voyez, donc, et moi, j'aime ça. Je trouve que tout à coup, c'est presque donner la vie à quelque chose. Comédien, professeur, écrivain même, le parcours et le quotidien de Daniel Mesguich sont bien sûr liés au monde littéraire. Mais la curiosité de ce passionné de Shakespeare est sans limite. Il prend toujours autant de plaisir à découvrir de nouveaux livres et à les partager, car pour lui, la transmission est primordiale. Cette soirée organisée par la Fondation Prince-Pierre était donc une belle opportunité de toucher le public. Je viens tous les étés pour les spectacles de théâtre et là, c'est juste l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. J'adore. C'est très simple, on est proche de la scène. Magnifique. C'est la première fois que j'y viens et honnêtement, le paradis. C'est très très intéressant, ça me plaît. Puis j'aime bien Mesguich, monsieur Mesguich, parce qu'il est vraiment... J'ai déjà entendu des lectures par lui au prix Prince-Pierre, il est déjà venu lire certaines fois. Donc c'est très très intéressant et puis j'aime, j'aime beaucoup. Ces lectures nocturnes constituaient un beau prélude à la soirée du 5 octobre, au cours de laquelle le palmarès de la Fondation Prince-Pierre sera dévoilé. Et sachez que vous pourrez découvrir un magazine rencontre avec Daniel Mesguich sur Monaco Info à partir du jeudi 14 septembre, 19h15. Après la culture, le sport avec du football. Les dernières recrues de l'AS Monaco ont été présentées à la presse jeudi en fin de journée au Monte Carlo Bay. Focus aujourd'hui sur Stevan Jovetic et Keita Baldé dans ce reportage de Frédéric Elion. Ils se sont engagés tous les deux avec l'AS Monaco dans les derniers jours du mercato. Keita Baldé et Stevan Jovetic ont été présentés à la presse jeudi en fin d'après-midi au Monte Carlo Bay. 2 renforts offensifs pour Leonardo Jardim qui remplace numériquement le tandem Mbappé-Germain. Acheté 30 millions d'euros à la Lazio Rome, Keita Baldé rejoint donc la Ligue 1 après avoir inscrit 16 buts en Serie A l'an passé. Mon objectif ici est de grandir en tant que joueur. Je suis jeune, j'ai 22 ans, j'ai évolué 5 ans en Italie et j'ai marqué 16 buts l'an passé. Et j'espère apprendre beaucoup en Ligue 1 et ainsi poursuivre mon évolution. Courtisé par Marseille, Stevan Jovetic a finalement opté pour Monaco. L'attaquant monténégrin arrive en provenance de l'Inter Milan pour 11 millions d'euros. C'est vrai que j'ai eu une offre de l'Olympique de Marseille, mais j'ai choisi Monaco car c'est une équipe qui dispute la Ligue des Champions et aussi qui a été champion l'année dernière. Je suis très content de faire partie de cette équipe. Avec Keita, Jovetic, Falcao, Diakabi et Carrillo, Monaco semble armé pour rester la meilleure attaque de Ligue 1 cette saison. Notre invité du week-end aujourd'hui, Madame Bonal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. On va bien sûr parler rentrée scolaire. Alors justement, comment elle se présente cette rentrée 2017 ? Elle se présente bien, j'espère que tout sera au point, mais enfin on a beaucoup travaillé cet été pour que tout aille bien. De plus, c'est ma 7e rentrée scolaire, donc je me sens quand même plus à l'aise que la première rentrée scolaire. Donc nous allons accueillir cette année 5780 élèves, donc, puis 503 professeurs. Donc là aussi, c'est toujours un casse-tête chinois, si je puis dire, un casse-tête pour les chefs d'établissement de préparer comme il faut les emplois du temps. Mais je crois qu'on a travaillé sérieusement, donc je peux dire que cette rentrée scolaire, je l'aborde avec sérénité. Par rapport à la France, fin mai, nouveau président, donc nouveau ministre de l'Éducation, de nouvelles mesures. Est-ce que ça change quelque chose pour Monaco ? Alors écoutez, moi franchement, j'apprécie totalement les préconisations de M. Blanquer, dans la mesure où nous avons toujours voulu sauvegarder nos spécificités à Monaco. À savoir, il nous parle par exemple des évaluations en classe de CP et en classe de 6e. Nous avons mis au point déjà 4 types d'évaluations. En grande section CP, c'est-à-dire en milieu d'année, pour que les élèves qui connaissent des problèmes de phonologie puissent être pris en charge
et être pris d'une manière individuelle ou par petits groupes. En CP, là encore, nous pouvons tester l'affluence de la lecture parce qu'elle est fondamentale. Cette année, nous allons même rajouter une évaluation en CE1 et nous avions déjà 2 évaluations en CM2, à savoir en français en milieu d'année CM2 pour la lecture et la compréhension de texte, et en fin d'année, mathématiques et français. Il demande aussi de valoriser l'apprentissage des langues anciennes. Donc l'enseignement du latin, nous l'avons toujours gardé, donc ça ne sera pas une nouveauté pour la rentrée. Nos élèves peuvent prendre l'option latin dès la classe de 5e et l'option grec dès la classe de 3e. Donc aucune nouveauté pour Monaco. Vous savez aussi que les élèves de Monaco peuvent aussi prendre une langue vivante 2 dès la classe de 6e. À titre facultatif. Or, en France, ils ne peuvent prendre une langue vivante 2 qu'en classe de 5e. Nous avons déjà 75% des élèves qui, à titre facultatif, prennent une langue vivante 2 en 6e. Un mot sur la sécurité, peut-être, par rapport à ce qui s'est passé dans nos pays voisins, que ce soit à Paris ou plus récemment avec les attentats de Barcelone. Qu'est-ce qu'il en est aux abords des établissements? Qu'est-ce qui est fait ici en Principauté? Vous savez que pour Monsieur le conseiller de gouvernement de l'Intérieur, le problème de la sécurité est un problème majeur. C'est un problème majeur aussi pour la direction de l'éducation nationale. Je dois remercier particulièrement l'aide précieuse de M. Richard Marangoni, le directeur de la Sûreté de Monaco, qui nous a mis à disposition du personnel pour que la sécurité dans les écoles soit absolument parfaite. Alors, pour vous donner quelques exemples, tous les matins, quand les élèves rentrent à l'école, ils sont accueillis soit par un chef d'établissement, généralement, ou son adjoint, ou éventuellement des surveillants. Aucune personne n'a le droit de stationner devant les écoles. On a mis en place un système de kiss and fly pour que les parents puissent déposer les enfants qui sont petits devant les écoles, mais n'ont pas le droit de stationner. Quand une personne qui n'est pas connue veut rentrer, veut pénétrer à l'intérieur de l'école, il doit présenter sa carte d'identité et cette personne est accompagnée à l'intérieur de l'établissement et on a mis en place un registre des admissions. Quand les élèves sont rentrés en classe, quand ils sont tous rentrés, les issues d'entrée et de sortie sont fermées à clé. Donc là, vraiment, on peut dire que nos enfants sont en totale sécurité. Quels sont les grands axes de cette rentrée au niveau éducation, au niveau apprentissage Je crois qu'il y a du changement, par exemple, pour les classes d'adaptation. Tout à fait. Alors, si vous voulez, pour moi, j'ai 2 priorités. Bien sûr, l'épanouissement de l'élève. L'élève doit être heureux à l'école, doit s'épanouir. L'école n'est pas une prison. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que l'enfant soit heureux, qu'il soit bien orienté et qu'il soit aidé quand il a des fragilités. Donc ça, l'épanouissement de l'élève, il faut lui donner aussi le goût d'apprendre. Je ne veux pas d'élèves qui aient des maux de ventre à l'école, je veux des élèves heureux, épanouis. Donc il faut se mettre à la disposition des élèves. Au niveau des résultats scolaires en plus. Tout à fait. Je peux vous assurer qu'il y a un énorme travail qui est fait aussi avec les affaires sociales. Donc je tiens à remercier toutes les équipes des affaires sociales qui nous donnent un sacré coup de main, notamment quand ils mettent à disposition des aides de vie scolaire ou des éducateurs pour les enfants les plus fragiles. Donc pour ces enfants, bien entendu, nous mettons en place, par exemple, vous vous rendez compte, il y a plus de 190 élèves qui ont des plans d'aide individualisés, c'est-à-dire que quand ils sont dyslexiques ou pas, ces enfants ont des pédagogies véritablement adaptées. Donc une nouveauté pour les classes de primaire à l'école Saint-Charles, nous avons ouvert une classe d'adaptation pour les troubles 10. C'est-à-dire que maintenant, nous aurons 2 types de classes d'adaptation. Une classe d'adaptation pour les troubles 10, c'est-à-dire tous les enfants qui souffrent de dyslexie, de dyspraxie, de dysphasie, et une classe où les élèves, c'est la classe d'AIS, c'est-à-dire des classes d'adaptation d'intégration scolaire, où les enfants ont des troubles cognitifs. Donc voilà, ça c'est vraiment une nouveauté parce que ceux qui vont être issus de la classe d'adaptation de l'école Saint-Charles vont pouvoir intégrer les classes de SECPA ou les classes d'adaptation qui sont au collège Charles III. Et pour les enfants des classes d'AIS, il y aura pour une première fois une classe d'AIS secondaire, donc ça c'est la 2e nouveauté au collège. Ces enfants pourront poursuivre leur cursus jusqu'en classe de 3e. Donc ces élèves auront non seulement un professeur spécialisé pour ce type d'élèves, mais ils auront aussi un éducateur spécialisé et avec des groupes de 3 à 5 élèves, ce qui est tout à fait remarquable.
Du changement aussi au lycée, dans la section professionnelle, notamment l'amélioration de l'apprentissage des langues, je crois. Tout à fait. Donc, nous avons voulu, avec M. Doretti, faire en sorte que nos élèves, qu'il y ait une valorisation, si vous voulez, des classes professionnelles. C'est ce que demande aussi M. Blanquer. Aujourd'hui, les classes professionnelles sont très bien suivies et je peux vous assurer qu'il y a des élèves qui sont issus des classes professionnelles qui ont des carrières remarquables. Ce ne sont pas des laissés pour compte, bien au contraire. Moi, j'ai enseigné pendant 14 ans au lycée technique de Monaco. Je peux vous assurer que j'ai eu des élèves brillants. Donc là, par exemple, dans les classes professionnelles, pour les bacs professionnels, il y aura une section européenne, anglais, italien, ce qui est tout à fait remarquable. Et dans toutes les filières, que ce soit filière de restauration, hôtellerie, ou que ce soit par exemple gestion, administration, dans toutes les filières, ils auront un enseignement technique en anglais et un enseignement linguistique. C'est tout à fait remarquable. Et de la philosophie. Alors la philosophie aussi. Étant donné que nous suivons avec toujours intérêt les rencontres philosophiques proposées par mademoiselle Charlotte Casiraghi, dans la mesure où nos élèves de classe de terminale professionnelle vont suivre ces conférences, je voulais que cette année, à l'instar de ce qui se fait en France à titre expérimental, notamment dans l'Académie de Reims, que nos élèves soient préparés pour suivre avec intérêt les débats philosophiques qui sont proposés par des philosophes une fois par mois. Donc je ne voulais pas qu'ils viennent sans préparation. Ils ont besoin, je veux qu'il y ait vraiment une interaction entre les élèves et les philosophes qui leur parleront. Donc ils seront préparés de la même manière que les autres élèves sont préparés dans les classes technologiques ou les classes générales. Je voudrais que l'on finisse, si vous le voulez bien, avec la journée des droits de l'enfant. C'est le 24 novembre. C'est ça, c'est le 24 novembre. C'est une manifestation importante pour l'éducation nationale. Alors, depuis 20 ans, nous fêtons le 20 novembre, si vous voulez, les droits de l'enfant. Ça a été initié d'ailleurs par le prince Régnier. Et bien entendu, chaque année, les élèves de Monaco faisaient un petit spectacle pour récolter des fonds, pour aider les associations humanitaires monégasques. Voilà, c'était le but. Depuis que j'ai pris donc la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, j'ai voulu vraiment donner un élan. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, cette année, j'ai appris que les Kids United finissaient de chanter ensemble parce qu'ils ont grandi, ces petits. Oui. Hein. Donc, ils vont venir donner un concert exceptionnel le 24 novembre. Je tiens à remercier Madame Biancheri qui a voulu nous mettre à disposition la salle des Princes, qui est déjà pratiquement comble. J'invite les derniers retardataires à vite aller chercher des places parce qu'il y a déjà pratiquement 800 places qui ont été vendues. Donc, ça va nous permettre de récolter des fonds, d'avoir un spectacle exceptionnel. Et c'est pour moi une grande joie parce que non seulement on reçoit les Kids United qui vont faire leur concert le 24 novembre, mais le 20 et 21 novembre, par exemple, nous avons toutes les 11 présidents d'associations humanitaires monégasques vont venir voir les CM1 pour leur expliquer leur mission de solidarité et ce qu'ils font sur le terrain dans le monde entier. Toutes ces associations qui viennent en aide aux enfants les plus fragiles. Nous allons voir aussi un très grand photographe, Dick Nansinger, qui va venir voir les classes section européenne et les sections option internationale et qui va aussi leur parler des droits de l'enfant en anglais. Nous avons nos petits SECPA qui seront présents sur le parvis du Grimaldi Forum qui vont nous régaler avec leur gâteau. Donc, si vous voulez, c'est tous les élèves, de tous les niveaux qui vont vraiment participer aux droits de l'enfant. C'est là-dessus que l'on se quitte. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite de passer une excellente rentrée, ainsi bien sûr que tous les élèves. On se quitte avec la météo. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans la matinée de samedi, le soleil sera encore timidement présent pour finalement laisser sa place à des nuages orageux dans le cours de la journée. À noter des rafales de vent, les températures seront plus fraîches que les jours précédents, comptez 20 degrés dans la matinée et 22 degrés dans l'après-midi. La pluie persistera dans la nuit de samedi à dimanche. Le soleil fera progressivement son apparition, avec tout de même un risque d'une courte averse dans la journée. Lundi, retour d'un temps sec et ensoleillé, les températures seront en légère hausse. Soleil toujours présent mardi et mercredi. Les nuages regagneront progressivement du terrain à partir de jeudi. Les températures seront encore clémentes pour la saison.